Bonjour, bonjour. Alors, voici un live en direct pour cette participation à la 10e édition de la journée S'expatrier mode d'emploi. Donc, avant de commencer, je vais vous laisser le temps d'arriver et puis je me présenterai et puis ensuite je répondrai à vos questions. Voilà. Alors, donc je vais recommencer parce que là, donc on vient juste de passer, il est 9 heures du matin chez moi, 16 heures à Paris. Et donc, voilà, mon intervention pour cette journée, cette participation à la 10e édition du salon S'expatrier mode d'emploi. Donc, je vous laisse arriver. Et puis, je commencerai, je répondrai à vos questions. Et puis, alors, je fais les derniers petits réglages. Voilà. Je regarde un autre écran pour être sûr que tout marche bien. Donc, j'attends qu'il y ait du monde qui arrive. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires donc juste en dessous pour que je puisse lire vos questions. Et puis, donc j'attends encore 2-3 minutes pour vous laisser le temps d'arriver. Voilà, je vois du monde qui arrive. Voilà. Donc, je rappelle, donc c'est en direct. Voilà, bonjour. Je vois que je suis en contact, bien en contact avec les organisatrices de la journée. Ravie de commencer ce live. Et donc, n'hésitez pas à me poser les questions, je les vois. Je vais commencer donc par me présenter un petit peu mon parcours. Et puis voilà. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez pas, faites un petit coucou. Et puis voilà. Donc, alors, parler de mon expérience en expatriation, c'est tout un programme, on va dire. Donc, je m'appelle Isabelle Guglielmi. Vous êtes là ici sur ma page From Side to Side, c'est-à-dire que c'est la page de mon site web, de mon blog en fait, où je raconte mes voyages, mes expériences d'expatriés, etc. Dans ma vie en fait américaine. Voilà, j'habite aux États-Unis depuis 10 ans maintenant. Là, il est 9 heures du matin chez moi parce que je suis sur le Central Time. J'habite à Kansas City, qui est une ville qui est en plein centre des États-Unis. Il n'y a pas plus au centre. Voilà. Et donc, ça fait 7 ans que j'habite aux États-Unis. 7 ans que j'habite à Kansas City, pardon, 10 ans aux États-Unis. Je suis arrivée en novembre 2008 dans la baie de San Francisco. Et donc, j'ai suivi mon mari qui était nommé par son entreprise, qui était envoyé par son entreprise dans la baie de San Francisco, donc où nous avons atterri, donc dans la baie sud, en fait dans le sud de San Francisco. Nous y sommes restés un peu moins de 3 ans. Et puis, parce que, en fait, comment dire, entre-temps, on avait obtenu la green card et donc mon mari a une proposition de travail à Kansas City. Et donc, nous avons fait le grand saut dans cette ville. Et j'avoue que c'était encore un second choc culturel par rapport à cette Amérique que je découvrais de plus en plus, en fait. Alors, j'ai 4 enfants, hein, et ce n'était pas ma première expatriation puisque j'avais déjà été expatriée au Maroc, là, sans enfants. C'était il y a très longtemps, donc c'était avant les enfants. Et puis après, à Taïwan, où je suis restée 3 ans et demi. Après, il y a eu un intermède de 5 ans à Grenoble, et puis nous sommes partis donc en novembre 2008 à San Francisco. Voilà. Et en fait, le, le choc San Francisco à Kansas City a été assez important on est arrivé dans la baie de San Francisco, il y a beaucoup de Français, il y a des écoles françaises et que donc ça faisait, on va dire, une arrivée assez soft. Voilà.
Ce qui n'était pas le cas à Kansas City. Que vous dire d'autre pour me présenter? En fait, je suis pharmacienne, hein, donc moi j'ai suivi mon mari, donc on dit que je suis le conjoint suiveur. À l'origine, je suis pharmacienne et donc en fait, j'ai voulu euh, pas laisser tomber en fait mon activité. J'ai essayé de l'adapter en fait à ma nouvelle vie et donc j'ai créé un site qui s'appelle Amérique Santé et puis récemment j'ai écrit plusieurs livres en fait parce que je me suis complètement passionnée par ce système de santé américain et puis en parlant santé, j'en suis arrivée aussi à essayer de décrypter tout ce qui était alimentation aux États-Unis. Donc j'ai d'ailleurs juste au passage écrit 2 livres sur le sujet que vous retrouvez sur mon site Amérique Santé. Voilà, ils sont disponibles sur Amazon. Alors, pour continuer ma présentation, donc je disais qu'il y avait eu un gros choc culturel entre la baie San Francisco et Kansas City et en fait c'était parce que j'arrivais donc dans cette ville, cette métro en fait, cette banlieue de Kansas City sans accueil, sans école française ni rien du tout. Donc ça a vraiment été une plongée au sein de la société américaine et j'étais pas encore prête, on va dire. Alors, j'ai 4 enfants. À l'époque, quand on est arrivé, ils avaient de 12 à 2 ans. Ils sont maintenant, ils ont grandi, donc ils ont pris, disons, 10 ans de plus, et j'en ai 2 en université, une en high school et un petit dernier qui est en sixth grade, donc équivalent sixième. Donc, évidemment, quand on a des enfants, on est beaucoup plus en lien avec la société américaine, surtout quand ils vont dans des écoles américaines, on va dire. Et il faut pouvoir s'adapter et surtout faire en sorte qu'ils se sentent bien en fait. Et voilà. Comment les enfants vivent la vie d'expatriés? Alors, ça dépend. Moi, je dirais, ça dépend vraiment beaucoup de l'âge à laquelle ils sont bougés et ils arrivent en fait. Bouger un petit enfant de 2 ans, ce qu'il faut juste faire à ce moment-là, c'est lui recréer un cocon en fait où il va se sentir bien parce que lui, il va sentir l'expatriation à travers ce que nous on vit. Après, pour les enfants, ce qui est dur à gérer, c'est la transition, on va dire, et ça, c'est surtout en fonction de l'âge, je dirais, et du cursus scolaire à quel moment ils en sont du cursus scolaire, parce que c'est évident que c'est plus difficile de bouger un enfant qui est au lycée que de bouger un enfant qui a une dizaine d'années, quoi. Donc après, il y a le contexte familial et puis il y a l'école et en général l'école, ça se passe sans problème, hein, je dirais, parce que voilà, ils se font assez rapidement à l'école. C'est vrai que nous, quand on est arrivé dans la baie de San Francisco, on est arrivé en cours d'année et ça, franchement, je le recommande pas parce que les groupes sont déjà faits, les routines sont déjà établies et vous arrivez un peu comme ça, un cheveu sur la soupe, quoi, on va dire. Donc c'était ça a été vraiment une grosse transition. Après, donc pour eux, ça a été difficile du fait de cette transition en cours d'année. Après, j'ai vu ça plusieurs fois, puisqu'on a pas mal bougé au niveau de l'âge. C'est vrai qu'un adolescent, on a beaucoup plus de mal à le bouger parce qu'il est en train de créer ses liens sociaux, d'avoir ses bandes de copains, etc. Et le bouger et lui faire changer son environnement, ça peut complètement le déstabiliser et c'est pas évident en fait pour lui de recréer rapidement un cercle en fait. Voilà. Et ça va vraiment dépendre aussi de son cursus, à quel moment il arrive, etc. Moi j'ai mon aîné, on l'a bougé, enfin de par notre expatriation même, elle a fait son primaire pratiquement en changeant. Elle a fini son primaire et son collège en changeant tous les ans d'école, en fait, en fonction des transitions primaire, collège, high school, parce qu'elle a fait toute sa scolarité high school en école américaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec ces transitions d'école et ces transitions de notre propre vie expatriée, elle a changé d'école tous les ans et pour elle, ça a été un grand facteur de déstabilisation. Voilà. Après,
Parce que ce qu'il faut intégrer, c'est effectivement le cursus, à quel moment ils en sont. Bouger un enfant quand il a juste plus qu'un an à faire en lycée, c'est vraiment difficile parce que c'est lui couper vraiment sous les pieds, quoi, je dirais. Donc c'est vraiment des cas particuliers à voir. Chacun est un cas particulier. Je dirais que voilà, il faut après chacun a ses modes de fonctionnement et voilà, mais il faut s'adapter à ses enfants et son âge et c'est pas forcément évident à gérer, surtout quand on a quatre qui sont dans un ordre de grandeur, enfin un ordre enfin 10 ans d'écart, quoi. Donc il y a des problématiques pour chaque âge, je dirais. Voilà. Après, donc après leur vie d'expatriés, je dirais que nous étant maintenant depuis 7 ans complètement immergés dans la société américaine, donc plus d'école française, nos enfants sont en fait ce qui s'appelle les enfants de troisième culture, c'est-à-dire ils portent en eux cette culture française qu'on maintient en fait, j'allais dire malgré nous, mais même pas malgré nous, mais qu'on maintient parce que c'est notre propre mode de fonctionnement. Mais à la fois, eux, ils vivent complètement en circuit américain à l'école. Et donc, ils rapportent, eux, à la maison, ce qu'ils vivent dans la journée à l'école. Et donc, ça crée un mélange, en fait. Ça crée des distensions de temps en temps parce que euh, ils ont, ils ont des modes de fonctionnement maintenant qu'ils apprennent à l'école et auxquels nous, on n'est pas forcément habitués. Et donc, voilà, c'est un challenge et disons que je dirais, je suis peut-être un peu aussi un cas particulier parce que je suis un cas particulier parce qu'on est vraiment en immersion et que ça fait très longtemps qu'on est là finalement. Mais bon, il y a beaucoup de cas comme le mien, mais souvent quand les familles sont là que 3 ans, il n'y a pas ce contexte qui est si important. Alors, autre question, vous êtes-vous habitué au climat, aux habitudes et à la culture? Alors, au climat, merci Franck. Au climat, je dirais au climat, le temps, on s'habitue, on essaye. Aux habitudes et à la culture, il y a encore, après 10 ans, des choses qui me choquent, mais je dirais qu'en fait, les 3 premières années que j'ai passées à San Francisco, j'ai pas vraiment vécu à l'américaine. J'ai pas vraiment euh, J'étais en milieu français et je découvrais peu à peu la culture américaine. La culture américaine, elle est difficile à appréhender de la première fois, en fait, d'un seul coup, parce que il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas et il y a des tas de choses qu'on finit par comprendre à travers nous, en fait, qu'on comprend en étant confronté à des vraies situations, quoi. Et certaines habitudes, je m'y ferai, je pense jamais. J'en discutais encore hier avec une amie qui est. Euh, J'en discutais hier avec une amie, ça fait 20 ans qu'elle habite ici et elle est encore choquée par certaines choses, quoi. Et donc, en fait, je crois qu'on est vraiment formaté dans sa culture et qu'on a un petit peu du mal. C'est pas qu'on a du mal, c'est on répond en fonction de ce qu'on connaît et donc on, on peut pas tout, on n'a pas été élevé dedans, quoi. Et pour répondre à la culture, en fait, alors il y a aux habitudes et aux cultures, alors il y a ce premier aspect à voir, mais il y a aussi le fait que euh, euh, il y a quand même des habitudes et certains aspects de la culture américaine auxquels petit à petit on souscrit et petit à petit, on s'y habitue et ça devient notre norme. Et du coup, quand on revient en France, c'est un peu la chose qui revient dans la figure en se disant, ah oui, c'est plus du tout comme ça aux États-Unis. Par exemple, le fait que tout le monde parle de manière très conviviale n'importe où, le fait que les gens sont souriants, tout ça, c'est vrai que quand on revient en France, on a un petit peu de mal, on a envie presque ça devient naturel de parler à n'importe qui dans la rue ou dans un supermarché. Alors Jolie, il y avait encore une question. Comment avez-vous préparé votre expatriation? Alors,
Seul ou vous êtes fait aider? Alors déjà à l'époque, des organismes spécialisés qui aidaient dans l'expatriation, il n'y en avait pas beaucoup il y a 10 ans. J'ai aussi été expatriée donc à Taïwan, comme je disais, je dirais que Taïwan par rapport aux États-Unis, c'est encore plus une autre planète. Hein, c'est déjà, ça se voit sur votre figure que vous êtes étranger. Ensuite, c'est une une culture et un mode de fonctionnement qui n'a rien à voir avec notre mode de fonctionnement occidental. Ce que je voudrais rajouter, c'est quand même aux États-Unis, on a toujours l'impression qu'on est très proche, mais en fait, c'est pas vrai du tout. Euh, on a des modes de fonctionnement totalement différents. Et alors, pour revenir à ça, non, j'ai pas préparé mon expatriation et j'avoue que ça m'a beaucoup gênée au début parce que je découvrais tout en même temps et quand on arrive et qu'on a tout à découvrir, eh bien, quelque part, euh, c'est beaucoup de choses. On est submergé en fait par tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à découvrir. En fait, pour vous donner, pour vous dire comment ça s'est passé, on a déménagé, quand on est parti en 2008, on a déménagé le 25 octobre. Le 26, on a dû nettoyer la maison. Le 27, on a dû partir à Paris pour chercher notre visa. On a dû revenir le 29. Et le 30, 31, je crois que j'étais allée rechercher mes enfants que j'avais laissés. Et le 1er novembre, on était dans l'avion. Arrivé le 1er novembre au soir. Et le 3 novembre, les enfants allaient à l'école. Donc, vous dire que j'ai bien vécu ça, quand j'y repense, je me dis que c'était de la folie totale. Et je suis arrivée à San Francisco totalement épuisée et complètement submergée par tout ce qui se passait. Et du coup, alors on avait à l'époque, donc en arrivant, on avait ce qui s'appelle une agence de relocation. Donc la maison était déjà trouvée, elle avait été trouvée 2, 3 mois à l'avance. J'étais venue quand même une semaine à l'avance. Ça, c'est très très important. C'est quand on part en expatriation, c'est de partir faire un voyage de reconnaissance pour avoir en tête, avoir déjà des repères quand on arrive. Parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus dur quand on arrive, c'est de se créer des repères. Alors, quand on arrive en plus aux États-Unis, il y a toute une, une somme de trucs à faire, de somme de démarches administratives à faire. Il faut aller se faire son numéro de sécurité sociale. Donc, c'est première confrontation avec l'administration américaine. Il faut, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut passer son permis assez rapidement. Il faut trouver une assurance, enfin, ou une assurance santé pour si l'entreprise le fournit pas. Donc ça, c'est des démarches à faire dès qu'on arrive. Et on n'est pas du tout préparé à ça. Donc ça, c'est vrai que j'avais une agence de relocation, mais des gens qui étaient locaux et qui, quelque part, bon, même s'ils étaient habitués à accueillir des étrangers, n'avaient aucune euh, euh, conscience par quoi on passait. Et donc, quand vous avez tout ça à faire, plus vous habituez, faire ses courses, la première fois que j'étais dans un supermarché, c'était vraiment dur parce que vous n'avez aucun repère. Même si j'avais déjà essayé, quand j'étais venue en reconnaissance, d'aller faire un tour dans un supermarché pour me dire, bon, ok, qu'est-ce qu'il y a pas, comment je vais faire à manger. Bon, le choc était encore pire à Taïwan. Hein. Je me rappelle que j'étais totalement, complètement euh, comment dire, dépaysé, mais complètement out of phase, je sais pas comment dire ça, par rapport à ce que j'allais trouver dans les supermarchés. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc voilà, au début, on est assez submergé par tout ce qui se passe, tous les repères qu'on a, de se repérer aussi dans la ville, se repérer rien que pour le chemin des écoles. Donc, à l'époque, il y en avait 3 de scolarisés, il y avait 2 écoles à trouver, il fallait vraiment, voilà, et tout ça, c'est en même temps à faire. Et donc, eh bien, c'est vrai que si on est aidé, c'est pas mal. Si on se rapproche des structures d'accueil, c'est pas mal aussi parce que les euh, les structures d'accueil francophones, c'est des gens qui sont passés par là et qui pourront vous aider, qui savent par quoi vous passez et qui savent qu'est-ce que vous avez besoin à votre arrivée. Voilà. Et donc, c'est tout un environnement, mais ce que je pense sincèrement, c'est que cette manifestation, cette journée, ce mode d'emploi pour s'expatrier, c'est très très important quand on veut s'expatrier parce qu'on ne mesure pas à quel point le changement est important en fait. Voilà. Et maintenant, c'est vrai qu'il existe beaucoup de nombreux organismes spécialisés et c'est vraiment très important, quoi.
Voilà, alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, Après, donc, il y a tout un fonctionnement auquel il faut s'habituer. Euh, et donc, bah, ça vient pas d'un seul coup, hein. C'est forcément, il y a petit à petit, on apprend. Une fois qu'on a passé ce stade d'être submergé, petit à petit, on prend ses repères, on s'y fait. Et puis, avec l'expérience, on commence à comprendre certaines choses. C'est vrai qu'après, le choc culturel, se fait petit à petit, et il y a toujours des choses qui surprennent en fait dans la réaction des gens, dans leur manière d'appréhender, de vous appréhender vous en tant qu'étranger. Et là, ça va beaucoup dépendre de l'endroit où on se trouve en fait. Et si les gens sont habitués à être avec des étrangers, dans la baie de San Francisco, c'est extrêmement cosmopolite. Et donc, bon, en plus, on rencontre des Français à tous les coins de rue, j'ai envie de dire. C'est très facile. C'est vrai que quand on se retrouve, et ça, je vois ça dans les gens que je vois qui me suivent hein, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens qui sont un peu partout aux États-Unis et ben, la manière dont vous allez appréhender votre vie aux États-Unis n'est pas la même partout. Donc à San Francisco, il y a une structure d'accueil, New York aussi, Washington aussi, etc. Et là où je suis, il n'y a rien. Et donc voilà. Alors après, il y a les réseaux sociaux où on peut lier facilement en fait aller sur les groupes en fait locaux de francophones expatriés. Ça permet aussi de poser des questions et de préparer son expatriation en fait. Voilà. Sinon après, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la santé aux États-Unis? C'est vrai que c'est aussi un sujet qui va surprendre et qui va vraiment interloquer les gens parce que on se retrouve face à un système qui n'a rien à voir avec ce à quoi on est habitué. Et donc, du par le coût, de par le système des assurances, etc. Et ça va aussi dépendre de ce qu'offre l'entreprise, si vous êtes envoyé par une entreprise ou si vous arrivez avec un visa d'investisseur où on est plutôt un peu laissé, on n'est pas du tout accueilli dans une structure, on a tout à créer soi-même, quoi. Donc là, c'est d'autant plus un moment où il faut préparer son expatriation parce que c'est il y a plein de détails comme ça auxquels il faut penser, quoi. Ça se prépare pas en 5 minutes. Moi, en fait, si j'ai si peu préparé mon arrivée, c'est que je me suis un peu laissée porter en me disant, ok, je dois gérer ce que j'ai à faire là sur place, c'est-à-dire mon déménagement. Le reste, on verra bien après. Et en fait, non, pas du tout. Faut quand même se préparer un petit peu à, à appréhender tout ça et à comprendre vers quoi on va, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, notamment des questions par rapport à la santé, puisque moi, je me suis vraiment intéressée à ça quand je suis arrivée, hein. Donc, j'ai développé tout ça sur mon site Amérique Santé. Et donc, c'est vrai que c'est une autre planète par rapport au système de santé. Euh, on y est confronté déjà si on doit aller voir un médecin. Et puis après, ben, pour se faire rembourser, pour comprendre comment on se fait rembourser, etc. Et donc c'est aussi un gros choc culturel parce qu'on se rend compte que ben c'est plus 23 euros, je sais pas combien ça coûte en France, hein, c'est plus 23 euros la consultation chez le généraliste, ça peut aller de 0 à 150 $. Voilà, tous les soins il n'y a jamais vraiment un coût qu'on va savoir à l'avance et c'est aussi, voilà, il y a beaucoup de choses différentes. Il va pas y avoir les mêmes médicaments, il va pas y avoir la même prise en charge, le même fonctionnement en fait euh, de de santé. Et c'est vrai que je pense, alors surtout quand on arrive avec des petits enfants, euh, enfin, des petits enfants donc il faut faire pour lesquels il faut faire des suivis médicaux, c'est bien bah, de savoir où on va, de poser des questions, savoir comment on va pouvoir euh,
gérer les soins médicaux, etc. Et puis, savoir à quoi s'attendre, parce que peut-être qu'il faudra prendre avec soi certains médicaments qu'on va pas trouver ici. Et puis surtout, la manière dont la santé est appréhendée. Ça, j'ai vraiment remarqué ça à travers toutes mes expatriations. Euh, j'ai remarqué, enfin, par exemple, moi j'ai eu ma troisième fille à Taïwan, et donc j'ai accouché à Taïwan, et j'ai eu des petits pépins de santé, et la manière dont les soins étaient appréhendés, donc comme la manière dont la santé était appréhendée, la manière dont les médecins allaient répondre à, à ce qui s'est passé donc au moment de mon accouchement et ce qui s'est passé après avec mes problèmes de santé, ce n'est pas ce à quoi on est habitué, et c'est toujours intéressant de savoir en fait un petit peu comprendre qu'il y a une différence culturelle aussi au niveau de la santé. Et, euh, et c'est un peu à ça, en fait, à quoi je me suis intéressée à travers mon site Amérique Santé, en fait, parce que ça m'a vraiment interloquée. Quand j'ai été dans la baie de San Francisco, il y avait un médecin qui parlait français, et j'étais pas mal allée le voir parce que je me disais, bon, c'était certainement pas le meilleur des médecins, mais je me disais, lui, il est habitué à la population française et à la manière dont elle réagit. Et donc, parce j'avais eu un petit problème au niveau du BCG avec une de mes filles, et lui, il a tout de suite compris en fait, parce que nous, on était une population vaccinée contre le BCG, enfin, elle avait eu le BCG, et que donc il y avait des réactions qui se faisaient, et ça, quelque chose qui n'était pas du tout compris par quelqu'un qui n'était pas au courant de ça, par exemple. Voilà, ça c'est un exemple. Euh, et puis, voilà, donc ce que j'ai à dire. Donc, si vous avez d'autres questions, donc j'ai parlé du départ et enfin de l'arrivée surtout. J'ai souvent vu passer des questions par rapport à des gens qui rêvent de venir aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas facile, vraiment comme ça par soi-même de venir, à moins d'avoir des sommes à investir donc dans une entreprise. Et là, il y a des visas qui sont faits pour ça, visa E2 notamment. Euh, il faut pas penser qu'en venant en tant que touriste, on va pouvoir trouver un boulot et y rester. Ça, c'est utopique, ça n'existe pas. C'est pas possible, c'est hors la loi même, hein. Euh, c'est beaucoup. Ça fait pas mal de temps. De toute façon, c'est beaucoup renforcé, j'ai envie de dire. Après, voilà, il y a des entreprises qui envoient à travers des visas, et donc il y a tout ce processus de visa à avoir pour pouvoir venir aux États-Unis. Et si des visas pour les États-Unis, il en existe, je ne sais pas, une bonne vingtaine, trentaine, je ne sais pas. Chaque visa répond en fait à un cas particulier. Voilà. Et nous, donc, si on est resté, on n'est plus sous visa, puisque en 2010, c'était une époque où c'était la fin de la crise de 2008. On a pu souscrire très rapidement à la green card qu'on a obtenue assez rapidement. On a été très chanceux, mais c'était aussi parce qu'il y avait peu de demandes à l'époque. Et puis, donc, à partir du moment où on a eu la green card, mon mari a pu travailler localement, et donc être embauché par une entreprise locale. Et puis, au bout de 5 ans de green card, on s'est posé la question, et on a fait le saut, et on est devenu américain. En fait, euh, on a passé la naturalisation. Alors, en fait, le processus de green card était très compliqué. Il n'est pas toujours évident. C'était vraiment déjà un coût. Il fallait être sponsorisé par son entreprise, etc. Donc, c'était très compliqué. Et autant une fois qu'on avait la green card depuis 5 ans, devenir américain, ça a été un processus de 6 mois qui a été relativement facile, que j'ai fait moi-même. C'est moi qui ai rempli les papiers, alors que le système de green card, c'est passé par un système d'avocat. Et souvent, d'ailleurs, les visas, c'est des avocats qui prennent ça en charge, parce que l'administration américaine est quand même très complexe, et c'est très compliqué au niveau des visas et des tas de choses à fournir, etc. Et donc voilà. Donc par contre, le processus de naturalisation au bout de 5 ans de green card était relativement simple, avec plusieurs rendez-vous quand même avec l'administration américaine.
Et puis à chaque fois, on passait un stade, on était accepté, on avait le stade suivant, et puis à la fin un entretien et un test où on devait apprendre 100 questions sur la culture, la géographie, l'histoire, le fonctionnement du gouvernement américain, etc. Ça a fait bien rire mes voisins qui me disaient tous que j'en savais certainement plus qu'eux, donc c'était assez drôle de savoir ça. Et donc ça a été fait, et après on avait la cérémonie d'investiture, enfin de naturalisation, qui était assez émouvante. Voilà. Ah oh là, j'ai pas vu, il y avait plein de questions. Alors, ensuite, bah, désolée, j'avais pas vu toutes ces questions, ça défilait pas, donc je vais y répondre rapidement. Avez-vous pris des cours de langue avant de partir? Je pense que c'est très, très important. J'en avais pas pris, mais j'avais déjà fait pas mal d'anglais quand j'étais à Taipei. Je pense que c'est vraiment important parce qu'on n'imagine pas à quel point on est submergé par aussi le changement de, de, de langue, en fait. Euh, Merci Franck, c'est gentil. Avez-vous pris des mutuelles complémentaires? On était assuré par notre entreprise, assurait en fait, enfin nous fournissait une assurance américaine, et donc on a uniquement souscrit à ça. On n'est pas passé par la CFE ni rien du tout. J'avoue qu'à un moment donné, on l'a regretté parce que bah déjà, ça a un coût. Et puis, dès qu'on change d'entreprise, ce qui a été le cas pour mon mari et encore récemment, on, on l'a regretté à ce moment-là de ne pas avoir pris la CFE. Sauf qu'à un moment donné, quand vous êtes là depuis trop longtemps, prendre la CFE, il y a des tas d'arriérés à payer, donc c'est un petit peu compliqué. Quels sont les secteurs économiques qui s'ouvrent aux étrangers dans le Midwest? Bonne question. Je vais réfléchir à ça. Les secteurs économiques, je dirais que le Midwest est très particulier, hein. Donc nous, on est dans le Midwest, effectivement, plein Midwest, Kansas City, qui est une ville assez dynamique. Il y a beaucoup de services. Il y a beaucoup, il y a aussi le premier employeur de Kansas City, c'est le gouvernement fédéral, parce qu'il y a le FBI et la Banque fédérale. Mais ça, c'est réservé aux Américains, hein. Donc, je dirais les services. Et puis, il y a de plus en plus en fait de petites entreprises américaines, en fait, des petites PME, je dirais, qui se développent et qui créent euh, des emplois, en fait, hein. Et c'est vrai qu'en ce moment, l'emploi est plutôt bon, contrairement à 2008 où c'était plus difficile. Maintenant, voilà, si vous voulez investir, il y a beaucoup ouais, je dirais dans les services, et puis petite création enfin bon, ouais, voilà, c'est un peu difficile de répondre précisément à ça. Ensuite, j'ai une question. Donc, comment s'est passé l'entretien à l'ambassade? Je dirais, pour mon premier visa, c'était, ça dépend de l'agent à qui on a affaire, mais en général, ça se passe bien. On est arrivé avec un dossier épais comme ça. Il en a déchiré la moitié, il en a jeté la moitié à la poubelle. Enfin, je sais pas ce qu'il en a fait. Très bien, en fait. Voilà, les gens étaient sympas. C'est vrai que les Américains sont relativement sympas. Dans les administrations, parfois, c'est un petit peu tendu, mais non, je pense qu'il faut pas appréhender ça. Ils posent deux, trois questions et puis voilà, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'avais pas beaucoup parlé des assurances. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup étudié le sujet, donc que j'ai exposé dans mon livre, parce il y a eu aussi tout l'avènement de Obamacare, qui faisait qu'en fait c'est pas seulement des assurances subventionnées, hein, auxquelles vous n'avez pas forcément accès. D'ailleurs, en fonction du visa auquel vous souscrivez, ça dépend, hein, c'est très ce qu'il y a, c'est que c'est comme une loi qui est plus ou moins en train d'être décortiquée, hein. Ce que ça a eu d'avantage, la loi Obamacare, c'est que ça a permis de porter un cadre réglementaire à ce qui était pris en charge par les assurances, voilà, entre autres.
Ensuite, c'est vrai que en fonction de votre situation, si vous arrivez dans le cadre d'une entreprise, les entreprises de plus de 50 employés, ça c'est encore une avancée d'Obamacare, sont obligées de vous fournir une assurance, ce qui fait que c'est une assurance qui en général a des prix négociés et qui l'entreprise en couvre une partie. Et ça c'est très important. Parce que du coup, vous n'avez pas à payer entièrement l'assurance. Par contre, après, une assurance américaine, c'est extrêmement complexe parce que il y a des franchises, il y a des choses qui sont différentes d'une assurance à l'autre. En fait, il y a des milliers d'assurances différentes aux États-Unis. Qu'est-ce que je conseille en termes de préparation aux futurs expatriés aux USA? Je dirais que se renseigner, tant qu'ils en ont le temps, se renseigner sur tout ce qui est administratif, justement, se renseigner, poser des questions qui leur viennent, se renseigner sur tout, donc le système de santé, se renseigner sur les écoles s'ils ont des enfants, de voir, voilà, parce que en fait, on habite dans un quartier en fonction de l'école, en fait. Il y a des school districts et des territoires, en fait, pour les écoles. Et le prix d'ailleurs des maisons est directement lié à la qualité de l'enseignement qui est donné au niveau des écoles publiques, hein. Bien sûr, il y a des écoles privées américaines, religieuses ou non. Il y a bien sûr, il y a des écoles internationales, mais si elles sont pas prises en charge par votre entreprise, c'est quand même un budget qui est assez énorme. Dans l'AB, à l'époque, quand on est arrivé, c'était déjà 27 000 $ l'année. Donc il faut pouvoir assurer, hein, pouvoir le faire. Après, donc voilà, si on a des enfants, c'est les écoles, savoir où on va tomber. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est quand on a des petits enfants, c'est un petit peu les modes de garde sont un peu difficiles, hein. Il y a bien sûr des petites écoles, pas mal de petites écoles. Crèches, on va dire, mais qui sont à des prix, on n'est pas du tout habitué en fait. Ça, c'est quand même des prix différents, hein. Se renseigner aussi sur le coût de la vie, parce que le coût de la vie aux États-Unis, c'est pas le coût de la vie en Europe. L'alimentation n'a rien à voir. D'un État à l'autre, vous n'avez pas les mêmes prix parce que, en fait, si vous avez une gamme de prix, mais après il y a les taxes qui s'appliquent. Par exemple, en Oregon, il n'y a pas de taxes, donc vous achetez, c'est net ce que vous achetez dans les supermarchés. Nous, là ici où j'habite dans le Kansas, c'est presque 10% de taxes. En Californie, il n'y avait pas de taxe sur l'alimentation à l'époque. Je ne sais pas comment ça a changé. Enfin voilà. Donc il y a des tas de choses à savoir sur le coût de la vie, etc. Euh, alors, je répondrai après là pour le retour en France. Pour l'assurance santé, ça va vraiment dépendre de parce que si vous arrivez avec 4 enfants, ça dépend si est-ce que vous arrivez avec une entreprise, est-ce que vous arrivez par vous-même, ou est-ce que vous arrivez parce que les assurances sont pas les mêmes d'un État à l'autre. Quelles seront vos sources de revenus? Parce que si vous arrivez et que vous êtes très confortable, à la limite, vous allez chez le premier euh, comment dire, broker d'assurance, ou alors, vous pouvez aussi demander des recommandations, ou alors si vous pouvez, parce que moi je dirais que la meilleure couverture santé quand on est aux États-Unis, hein, c'est la CFE couplée à une autre assurance. Parce que la CFE, vous gardez vos droits avec la sécurité sociale. Moi, actuellement, j'ai plus de droits en France. J'ai plus de droits. Mes seuls droits en France, c'est voter, en fait. Qui d'ailleurs, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais la présence des consulats à travers le territoire américain n'est pas très égale. Parce que vous habitez à San Francisco, il y a un consulat à Los Angeles, il y a un consulat à Chicago. Moi, mon premier consulat, c'est à Chicago, donc c'est 800 km de chez moi. Et que donc, si je veux faire un passeport, si je veux voter, ça a toujours été aussi un peu un problème. Voilà, donc euh, c'est il y a beaucoup de disparités en fonction de là où on habite à tous les niveaux en fait. Et donc pour l'assurance santé, pour revenir à l'assurance santé, je peux pas vous donner de nom comme ça parce que il y a tellement de choses différentes et tellement de situations différentes que c'est très très complexe en fait à répondre comme ça. Et ça dépendra en plus de l'endroit où vous allez arriver et de vos ressources. Donc ce que je disais, c'est que si vous en avez la possibilité,
prenez la CFE et autre chose. Maintenant, après, il existe des assurances internationales qui sont aussi très bien, qui vous couvriront au premier dollar. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, les assurances, ben, c'est cher et ça couvre pas au premier dollar. Euh, et donc, indépendant, ouais. Ben, préparez bien ça. C'est un sujet important à préparer. Et donc, bah, ça, j'ai pas mal expliqué ça dans mon livre, hein, donc ça peut vous donner des informations. Le choix des écoles, alors les écoles publiques ne sont pas payantes, c'est gratuit. Et donc, il y a un site, je sais plus comment il s'appelle, qui vous permet de voir si les écoles sont bien cotées ou pas. Moi, par exemple, quand je suis arrivée à Kansas City, on m'a dit surtout va pas dans le Missouri parce que donc la ville est jouxte la frontière entre l'État du Kansas et l'État du Missouri et que ça n'a rien à voir et que le système scolaire là où j'habite est bien meilleur en termes de qualité, en termes de moyens alloués aux élèves que de l'autre côté de la frontière au Missouri. Et on m'a dit ne va pas de l'autre côté parce que c'est plus problématique, quoi. Et donc c'est déjà on va choisir sa résidence en fonction de l'école. Alors bien sûr, si les écoles sont mieux cotées, ça coûte un peu plus cher. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur les côtes est et ouest, le coût de la vie est bien plus important. Nous, dans le Midwest, c'est beaucoup moins important que enfin, on a vu la différence énorme entre quand on était à San Francisco et arrivé ici, hein, ça n'avait rien à voir en termes de logement. Donc voilà. Après, les écoles payantes, bah, elles sont chères, effectivement. Acheter, Béatrice, vous pensez acheter quoi? Ah oui, voilà, les sites immobiliers donnent aussi des indications sur les écoles, effectivement. Et n'hésitez pas quand vous arrivez à essayer de voir quels sont les quartiers intéressants en vous renseignant auprès de la population locale, les populations expatriées locales. Alors, je voulais juste revenir avant que je perde le fil sur notre retour éventuel en France. Pour l'instant, il n'en est pas vraiment question. Bon, d'abord, mon mari travaille lui ici, son travail il est ici. On a traversé des moments un petit peu difficiles parce qu'il a perdu son travail et qu'aux États-Unis il n'y a aucune couverture sociale, hein. Donc on a eu la chance d'avoir une indemnité de licenciement, mais chose très choquante et ça je pense qu'il faut quand même le savoir, c'est quand on vient et qu'on est enfin quand on est dans une entreprise et qu'on est expatrié, ça dépend après de son statut. Mais c'est vrai qu'un licenciement aux États-Unis, c'est très brutal parce que, donc, dans le cas de mon mari, ça s'est fait en 5 minutes, sans aucun préavis. Il a pris ses affaires, il est parti. Donc, si vous voulez, c'est très violent en fait à vivre. Et donc, voilà. Donc, il a retrouvé du travail. C'est bon. On a passé cette période difficile, mais voilà. Et donc, pour l'instant, il n'est pas question en fait de revenir en France parce que nos enfants déjà sont scolarisés ici et que les ramener en France, ce serait difficile. Mon petit dernier, il a eu des cours de français niveau CP avec une instite pendant 1 an, mais il a pas c'est très difficile de pouvoir lui donner des cours de français, donc il aurait vraiment un problème à rentrer dans le système français. Et puis voilà quoi, notre vie est ici et on n'a pas de problème de visa puisqu'on est devenu américain, donc voilà. Alors après, je passe à quelle habitude ou comportement français a le plus dérangé dans le domaine professionnel à votre arrivée? Je pense qu'on a une rigueur en tant que Français qu'il n'y a pas forcément ici et on s'imagine pas à quel point parfois il y a ce décalage. Et ça, j'en ai discuté pas mal avec des amis expatriés. Mon mari avait pas trop ressenti ça dans son domaine, il est dans le high-tech, donc peut-être que c'est dû à ça. Mais j'ai des amis qui sont surtout ici, expatriés directeurs d'usine, et ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal. J'ai moi-même eu une expérience de quelques mois dans un laboratoire, en fait, une entreprise pharmaceutique. Et effectivement, c'était ce qui revenait, c'était un petit peu notre mode notre façon, nous, de penser d'être assez rigoureux dans notre travail, qui n'était pas forcément le cas des Américains, en fait. Voilà. Après, il y a d'autres choses, hein. Euh, voilà.
Euh, Mon livre. Ah, d'accord, c'était vous. J'ai acheté mon livre. D'accord. Je mettrai les liens là dans la suite. Il est disponible sur Amazon. Je peux vous le remettre. Ça s'appelle Comprendre le système de santé aux États-Unis, guide de navigation à travers le système de santé américain. Et en fait, je fais un peu un descriptif justement du système de santé, des coûts. Je dis que ben voilà, première constatation, c'est que c'est très cher. Ensuite, constatation, bah, c'est qu'il faut comprendre les systèmes des assurances et c'est vraiment pas facile. En fait, c'est pas facile, mais il faut comprendre que de toute façon, c'est pas gratuit et que c'est une dépense absolument à prendre en compte. Alors, à un moment donné, moi, j'ai pas mal accompagné les gens à naviguer et à arriver, en fait. C'était ce que j'ai fait, en fait, il y a 2 ans. Et ce que j'ai souvent remarqué, c'est que le coût de l'assurance santé n'était pas du tout anticipé. Et ça, je pense que c'est très, très important à faire, hein. Alors, ça a choqué beaucoup. Beaucoup de gens me disaient, mais c'est parce que par exemple, vous allez dépenser, je sais plus moi, 500, 1000 dollars par mois et vous n'êtes pas remboursé au premier dollar. Et ça, c'est vraiment un coût à comprendre et à intégrer dans votre budget quand vous arrivez aux États-Unis. Bon, il y a ça à intégrer, il y a beaucoup de choses d'autres à intégrer parce que le, le coût de la vie aux États-Unis, il y a peut-être des choses, croit ça, on pense que c'est pas cher. Par exemple, les fringues, c'est pas cher. S'acheter un Levi's, c'est pas cher. Mais le coût de la vie aux États-Unis est cher. Les loyers sont chers, surtout à certains endroits. Donc, si vous venez en tant qu'indépendant, n'allez pas sur les côtes parce que c'est vraiment horriblement cher, quoi. C'est un budget qui tiraille, quoi. Enfin, des loyers à 3000 dollars, c'est courant, c'est même plus que ça, quoi. Donc voilà, il y a des régions qui sont beaucoup moins chères. Là, en l'occurrence, le Midwest est beaucoup moins cher. Il est beaucoup moins couru parce que bien sûr, c'est beaucoup moins fancy que d'être à New York ou à Los Angeles ou San Francisco. Bien sûr, il n'y a pas la mer, mais il y a autre chose. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, en venant, je peux pas, j'étais vraiment pas ravie de venir ici. Et en fait, après 7 ans à avoir passé ici, je pense que c'était la meilleure décision qu'on ait faite parce que déjà, on a une qualité de vie qu'on n'aurait jamais eu ailleurs. Voilà. C'était clair que c'était pas l'enjeu de droit le plus rigolo à venir. Il y a une mentalité à appréhender parce que ça aussi, les Américains des côtes, c'est pas les Américains du centre. Voilà. Donc, voilà. Il y a ça aussi à prendre en compte quand on vient s'installer. C'est qu'on va être confronté à des mentalités différentes qui ne seront pas partout pareilles. C'est un patchwork de culture, en fait, les États-Unis. Quels sont les documents nécessaires pour louer un logement aux USA? Oui, contrat de travail, je suppose, montrer qu'on a des ressources. Quand on achète une maison, c'est ce qui s'appelle le credit score. C'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, en fait, en fonction des crédits que vous prenez et que vous remboursez. En fait, c'est très compliqué, hein, ça demanderait. Je suis pas spécialisée dans le sujet. Il y a des gens il y a des gens euh, qui vous accueillent. En fait, donc c'est la spécialité des agences de relocation qui vont vous expliquer tout ça. Moi, je me rappelle qu'effectivement, l'agence de relocation qui nous avait aidé à l'arrivée nous avait un peu expliqué ça, mais c'était rapide, hein, c'était de l'ordre d'un exposé avec plein de choses en même temps. Donc voilà. Euh, je comprends pas la question. La commence. Ah, ça a dû être coupé. La prochaine journée, je sais pas, c'est pas moi qui peut qui peut donner cette information. Il faudra la demander donc sur la page ou si vous pouvez nous répondre, quelqu'un qui demande quand sera la prochaine journée d'expatriation. Alors, comment ça se passe au niveau des impôts et des taxes? Eh ben, c'est assez compliqué en fait, hein. Les impôts américains, justement, c'est toute la complexité des impôts américains. Parce que vous avez des impôts à payer. Déjà, quand vous êtes salarié, c'est prélevé à la source. Et puis après, vous avez votre déclaration d'impôt à faire. Et puis après, vous allez avoir les impôts donc, qui ont été payés au niveau de l'État et les impôts qui ont été payés au niveau de l'État fédéral. Et donc, c'est très compliqué. Et puis, il y a aussi les impôts qu'il faut déclarer en France. Et
Donc ça, si vous avez des biens immobiliers, il ne faut pas oublier de continuer à déclarer en France, en fait. Et au niveau américain, bah là, on est en plein dedans et il faut rendre sa déclaration d'impôt, je crois que c'est au mois d'avril. Et donc, c'est un truc qui se prépare bien en avance parce qu'on a des tas de papiers à fournir, etc. Alors, bah, nous, on se fait aider hein, parce que c'est complexe. Voilà. Donc, il y a des tas de cabinets qui vous aident. Il y a aussi des logiciels qui vous aident, TurboTax. Et c'est vrai que c'est un gros problème, ça. C'est pas évident à gérer. Donc là, il faut se faire aider, je pense. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je regarde si j'ai rien oublié. Ouais, je disais Ah oui, la question, quelle habitude ou comportement français a le plus dérangé dans le domaine professionnel à votre arrivée? Alors moi, je vous parlais de la rigueur française, donc c'était plutôt l'inverse. Qu'est-ce qui dérangeait nous, Français? Et qu'est-ce qui dérange? Eh ben, les Français, ils sont quand même vus un petit peu comme arrogants, et surtout si vous êtes une entreprise française, ils aiment pas trop cet interventionnisme français, en fait, hein. Moi, je l'ai vécu et je l'ai vu par rapport à mes amis qui sont français, qui sont dans des entreprises françaises, mais où la population est américaine. Après, bien sûr, ça dépend vraiment du domaine, hein. L'ami qui était dans une entreprise, une usine, la population des usines, c'est pas la population que vous avez dans un laboratoire pharmaceutique, hein, c'est évident. Donc, c'est pas, ça va, les comportements vont être différents et vous allez être perçus différemment, surtout, hein. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, c'est tout ce que je peux en dire. J'ai plutôt senti ça à l'inverse, quoi. Qu'est-ce que moi, je sentais par rapport à ça? Alors, quelques conseils avant de partir. Bah, je vous dis, préparez-vous. Essayez de rentrer en contact avec les accueils locaux. Ils auront déjà des documents qui sont à télécharger pour comprendre. Il faut se documenter. Et puis, je dirais, il y a aussi tout l'aspect. Donc, il faut se documenter sur tout ce qui est administratif pour pouvoir anticiper, en fait. Mais je dirais qu'il y a aussi tout l'aspect psychologique à comprendre parce que déjà, on va appréhender les choses de manière plus simple si on est soi-même bien dans sa peau, bien sûr de son projet, etc. Donc, c'est aussi une question d'état d'esprit. Et puis après, le choc culturel, il est malgré tout important. Il y a enfin moi donc j'ai été expatriée, j'étais au Maroc. Bon, à l'époque il n'y avait pas internet, hein. J'étais à Taïwan, donc loin, très très loin, dans une culture totalement différente. Donc il y a on se on est un peu démunis en fait parce qu'on est un peu seul. Et voilà, et le fait de pouvoir s'aider avec des gens qui sont passés par là où vous passez, parce que là, quand je suis arrivée chez moi, par exemple ici à Kansas City, tous les voisins, ils étaient là, welcome, welcome, et il n'y a jamais rien eu de plus, hein. C'était OK, ils me souriaient chaque fois que je leur disais bonjour, mais j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a pris par la main, qui m'a dit viens, je vais te montrer, je vais te présenter mes amis, machin, comme ça tu ne seras pas seul. Il n'y a jamais eu ça. Donc il y a des endroits où ça se fait, mais ça se fait pas partout. Les Américains, ils sont quand même difficiles d'accès, hein. C'est pas, c'est difficile, c'est long de se faire des amis américains. Encore une fois, c'est ma propre expérience, mais maintenant ça peut changer, ça peut changer d'un endroit à l'autre, hein. Il suffit que vous tombiez sur une bonne personne. Souvent, on se rapproche aussi des gens qui sont par exemple, des locaux qui ont eu une expérience à l'étranger, par exemple, parce ils ont vécu ça. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi à pas négliger l'aspect psychologique dans une arrivée dans une expatriation. Et il y avait un excellent livre qu'avait écrit une de mes amies d'ailleurs, qui s'appelle, alors son nom elle, c'est Magdalena Chaland, Silvetti Chaland, qui a écrit sur l'impact psychologique de l'expatriation. Et c'est vraiment très très intéressant de pouvoir anticiper ça aussi, hein. Voilà. Le dernier mot, ouais, on arrive à la fin de cette heure. Le dernier mot, bah, c'est ce que je voulais dire, ouais, préparer son expatriation pour mieux l'appréhender. Après, voilà, après chaque expatriation est une expérience unique. Et la réussite, elle vient
de son état d'esprit, euh, bien sûr des conditions à l'arrivée, parce qu'il y a des pays qui sont plus difficiles que d'autres, ça c'est clair, hein. Et donc, il faut arriver avec l'esprit ouvert en fait, et pas juger aussi, parce que j'ai vu des gens qui jugeaient, qui étaient exaspérés par toutes les habitudes américaines, etc. Il faut pas arriver avec un esprit qui va juger, parce que on est face à des gens qui sont différents de nous, et si on vient à l'étranger, c'est aussi, il faut accepter ça, quoi. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, préparer et venir avec un esprit d'acceptation et de, d'ouverture. Voilà ce que je voulais dire comme dernier mot. Voilà, donc si vous avez plus d'autres questions, bah, je vais peut-être vous dire au revoir. Donc, le live restera donc sur ma page Facebook, donc qui est From Side to Side. Alors pourquoi ce nom? Bah, parce que c'est mon site qui a été créé, que j'ai créé en 2012 en fait, un an après être arrivée à Kansas City. Et c'était un petit peu l'explication de mon choc culturel entre deux Amériques. Voilà, d'un côté à l'autre de l'Amérique. Voilà, puisque j'avais quitté l'endroit le plus high-tech des États-Unis pour quelque chose qui m'apparaissait comme un trou perdu en fait. Et en fait, non, c'est plein de richesses. C'est une ville qui est pleine de richesses, et c'est super de pouvoir découvrir, voilà, justement, j'avais plein d'a priori. Il faut aussi venir sans a priori dans un endroit. J'avais plein d'a priori sur cette destination, et j'ai rapidement compris que c'était très important, voilà, de venir justement avec un esprit d'ouverture. Voilà ce que je voulais dire. Ben, de rien à vous. Et puis ben, j'étais ravie de pouvoir vous apporter mon témoignage. Voilà, à bientôt.